Que le niveau de désir de punition est fonction de l'éloignement que l'on a dans le désir de vivre ensemble. Donc si tu es une foule complètement disparate, tu ne connais personne, etc., tu as une indifférence totale à ces gens, tu rentres dans le métro par exemple, bon, tu as envie de punir personne, tu vois, c'est pas le problème. Par contre, tu rentres dans un cercle beaucoup plus étroit, tu as un copain qui t'a fait une crasse, là tu as vraiment envie tu dis mais c'est pas possible, enfin tu vois, c'est pas possible. Bien qu'on cause. Tu as un degré de surprise qui arrive dans la tête qui fait que tu te réajustes et c'est violent. Didier Darcet, bonjour. Bonjour Richard. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va faire quelque chose d'assez amusant. Aujourd'hui, on va revenir sur un papier que tu as écrit, publié dans une revue scientifique à comité de lecture et qui parle de la punition et du rôle de la punition, comment ça marche, etc. Donc c'est très amusant. Et après, on va essayer de voir quels sont les liens qu'on peut faire avec l'économie, la finance et les marchés parce que c'est un vaste programme. Ça nous amuse beaucoup. Ouais. Alors, ton papier sur la punition. Alors c'était déjà il y a très longtemps, c'était dans les années 2004-2005. Et je m'étais intéressé à ce sujet parce que il y avait des tas d'expériences dans les universités américaines où ils donnaient des expériences avec de l'argent, ils donnaient $10 à plein d'étudiants qui voulaient participer à l'expérience. Et puis alors, ils disaient, on va faire des jeux psychologiques. Je m'intéressais déjà à la psychologie, donc à ces questions de finances comportementales, etc. Et dans ces jeux, donc il y avait des jeux, on va en parler un tout petit peu, et puis il y avait des possibilités de se punir les uns les autres. Et ce qui était intéressant, c'est que non seulement il y avait ces possibilités, mais les gens se publiant, il y avait des données qui montraient combien les gens se publiaient. Donc on rentrait dans le domaine quantitatif. Et donc je me suis dit, mais tiens, c'est très amusant. Je vais peut-être pouvoir trouver quelque chose sur, non pas pourquoi on punit, je pense qu'on le sent tous un peu quand on a une situation asymétrique, on se sent dans une situation d'injustice, mais de combien on punit. Et ça, c'est une sacrée question, parce qu'on sait pourquoi on punit, mais est-ce qu'on punit de 10 ou de 100 ? Est-ce que ça rapporte ? Est-ce que c'est efficace ? Et est-ce que c'est efficace ? Et pourquoi ? Et pourquoi c'est 10 et pas 100 ? Et est-ce qu'il y a des lois un peu qui sortent derrière ? Et oui, j'avais trouvé quelque chose qui était vachement bien. On pouvait expliquer le niveau de la punition. Alors le jeu. Alors, il y a plein de jeux. On va prendre un très simple. Ouais. Ils mettaient, 10 personnes autour d'une table. Et ils leur disaient, bon voilà, vous avez la possibilité de coopérer au jeu ou de garder vos $10. Voilà. Alors, si vous coopérez, vous allez donner vos $10 à un pot commun. Vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est anonyme. Et puis, dans sa grande générosité, l'université va multiplier ça par 1,5 et va vous redistribuer, que vous ayez donné ou pas des dollars, exactement la même proportion à chacun. On divise par 10 à la fin le pot. On divise par 10 à la fin le pot commun. Donc si tout le monde joue $1 à chaque tour, on va dire, tout le monde joue, ça fait $15 dans le pot. Voilà. L'université transforme ça ça fait $10, pardon, ça fait $10. On multiplie par 2, ça fait 20. Et on divise par 10 et chacun a $2 au lieu d'un. On va faire par 2 comme ça, c'est plus facile. Très bien, faisons un truc plus simple comme ça. Voilà. Et puis, s'il y en a un qui joue pas, il y a $9. Oui. Donc on multiplie par 2, ça fait 18. Et on rend 1,8 à chacun. Exactement. Et même au gars qui n'a pas joué. Voilà. Donc le gars, il a 1,8. Voilà, c'est ça. Donc le gars qui n'a pas joué, il touche 1,8. $2,8. Enfin, oui, c'est ça. Enfin, il touche ce qui revient, mais il n'a pas mis $1. Donc celui qui met 1, qui reçoit 2, en fait, il a gagné 1. C'est ça. Celui qui met 0, qui touche 2, 1,8, il a gagné 1,8. C'est ça. Donc ça veut dire que le passager clandestin, celui qui ne coopère pas... C'est le plus riche de la bande. C'est le plus riche de la bande. Alors, mais si tout le monde fait ça, il n'y a plus rien à multiplier dans le pot et donc ça marche pas. Perd. Exactement. Donc on voit bien qu'à un moment ça croise. Parce que s'il y en a qu'un seul qui met son dollar, on le divise par 10, tout le monde reçoit 10 centimes et lui il a perdu 90 cents. Voilà. On retombe sur ces questions du dilemme du prisonnier qui est assez classique, etc. Et donc, ce qu'on se rendait compte dans ces expériences-là, qui étaient assez marrantes, c'est qu'au début, les types arrivent et puis ils essayent, ils misent, et puis ils se rendent compte que le nombre de passagers clandestins augmente très rapidement. Parce que les gens sont malins, ils se rendent compte qu'ils ont intérêt à pas payer. C'est plus rentable de pas. Voilà. De pas et donc payer. Au bout de 3-4 coups, plus personne ne mise, le jeu est terminé, c'est foutu. Alors on dit dommage, les gens sont pas très coopératifs, tu vois. Ils ont tort, quoi, parce qu'ils devraient. Et puis alors là, l'expérimentateur introduit une deuxième chose. Il dit maintenant. Avec ces $10, vous mettez $1 à chaque fois, ce que vous voulez, vous misez. Mais vous avez une possibilité, c'est à l'issue du jeu, vous avez le droit de punir qui vous voulez dans le groupe. Donc ça veut dire que quand on mise ou qu'on mise pas, déjà l'info est publique. Alors quand on sait qui mise pas. Alors on sait qui mise pas à l'issue. Au départ, chacun fait ça, et à l'issue,
On dévoile ses cartes, t'as misé, t'as pas misé. C'est-à-dire que tu as coopéré ou pas. Donc tout le monde le sait. Et ensuite, on se regarde en chien de faïence. Oh là là, il a pas coopéré. Salaud. Et donc à ce moment-là, l'expérimentateur te donne la possibilité d'aller sanctionner celui que t'aimes pas. Par exemple, celui que toi, t'as mis beaucoup d'argent et l'autre, il a pas coopéré. Donc tu dis, vraiment, il m'a eu. Mais la sanction, la punition, te coûte de l'argent. C'est-à-dire que si j'ai envie de te punir, je vais dépenser moi $1 et le jeu fait que toi, ça va t'en coûter 3 fois plus, par exemple. Donc moi, je perds $1 et toi, t'en perds 3. Donc tu perds de l'argent pour m'en faire Je perdre. perds d'argent pour que t'en perdes encore plus. Hein. Donc là, on est vraiment dans le sentiment de justice. C'est très amusant comme expérience. Et alors, on se rendait compte qu'à partir du moment où on faisait ça, ça y est, tout le monde se remettait à coopérer, à miser, à coopérer, etc. Et on voyait le niveau de la punition qui évoluait en fonction de tout ça. Donc on pouvait calculer ces trucs-là. Et ce que j'avais réussi à montrer sur plusieurs expériences, donc ce n'était pas sur un cas, d'expériences très différentes, donc il y avait des formes mathématiques très différentes, donc c'est ça qui était intéressant, eh bien c'est que la solution qui était effectivement observée, c'est que le montant de la punition correspondait au fait que si celui qui a triché ou qui n'a pas participé avait su, avant le jeu, qu'il aurait été payé de ce montant, qu'il aurait été puni de ce montant-là, alors il n'aurait eu aucun intérêt à ne pas participer. Mais il aurait eu ni plus ni moins d'intérêt à participer ou ne pas participer. En gros, en d'autres termes, la punition ramenait l'intérêt de l'autre à sa propre liberté, à sa liberté équivalente. C'est-à-dire son choix pur, c'est-à-dire même chose pour lui d'un point de vue d'anticipation de gain. C'est lui juste à choisir s'il veut participer ou pas. Oui, parce qu'en fait, qu'il triche ou qu'il triche pas, ça revient au même. Ça revient au même. Donc soit il joue et il profite des règles, soit il se passe rien. Donc tricher, ça sert à rien. Exactement. Alors il y a deux choses importantes dans cette information. La première, c'est que la punition ne regarde pas le passé. Parce que quand on lit œil pour œil, dent pour dent, c'est j'ai fait tel truc, j'ai une punition qui correspond au mal que j'ai fait. Pas du tout. Donc à un moment, je vais te la remettre. Voilà, mais à due proportion. Hein, c'est un petit peu le œil pour œil, dent pour dent. Et en fait, quand tu regardes le comportement effectif des hommes qui peuvent se punir dans ces expériences-là, ce n'est pas du œil pour œil, dent pour dent. Ils ne punissent pas en fonction du dégât que l'autre a fait. Ils punissent en fonction du fait que s'il avait su qu'il allait être puni, il n'aurait peut-être pas fait ça, ou il l'aurait fait, mais avec une chance 50-50. Ce qui est très différent. Donc on sort quand même de toute, comment dirais-je, la vision biblique de la punition. Donc ça veut dire que la punition n'est pas faite pour sanctionner celui qui a mal fait, elle est faite pour envoyer en moyenne un message au groupe qui est que nous n'avons pas intérêt collectivement à tricher. Ce n'est pas une sanction qui a un effet direct sur la personne qui a fauté, c'est une sanction pour l'avenir. Pour l'avenir. Et ça me fait penser au droit quand il m'a dit ça, parce que je disais, alors j'ai fait un peu de droit quand j'étais à la fac, et il y avait un principe qui disait quand on juge quelqu'un, on ne cherche pas à punir un acte immoral, on cherche à mettre une sanction qui supprime l'intérêt de commettre des crimes, quoi. C'est ça. C'est parce que juger les hommes, c'est le travail de Dieu pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui y croient. Mais en fait, la justice, elle cherche à faire fonctionner la société à un coût optimal. Parce que si on cherche à punir pour punir, qu'est-ce qui se passe? Du coup, on a une boucle négative parce qu'on va dépenser de la ressource pour se faire plaisir, en gros, quoi, pour taper sur un gars en disant... absolument, absolument. Et ça, c'est pas rentable pour une société. C'est pas rentable. Et d'ailleurs, on voit bien que si on a une société... Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a un ensemble de personnes. Ils doivent estimer le niveau de coopération attendu en moyenne du groupe. C'est comme ça, en gros, que ça s'explique mathématiquement. Une fois qu'ils ont estimé ça, ils vont miser en fonction de ce que le groupe en moyenne estime qu'il doit miser. D'accord, pour participer au groupe. Sa participation au groupe. Tu as quelqu'un, tu es dans un groupe, tu ne connais pas tellement les gens, tu joues un peu collectif, mais pas beaucoup. Tu es avec ta femme, tes enfants, les amours de ta vie, tes grands potes, là, tu passes ton temps à faire un moral. Mais tu as un niveau de solidarité énorme. Et ce qui se produit, c'est que si le niveau de solidarité ou de coopération est faible, les punitions sont faibles. Si le niveau de coopération est fort, les punitions sont fortes. Donc la punition est plus proche avec des gens qui sont proches émotionnellement. Elle est plus forte avec des gens proches qu'avec des gens lointains. Ce qui n'était pas non plus complètement évident, a priori. Vérifiez dans les chiffres. C'est assez marrant. Et puis, ça te dit aussi autre chose, ça. Ça veut dire que finalement, si tu es dans un groupe qui est homogène,
et qui s'entend bien. Donc ils se comprennent bien. Donc ils participent tous à l'activité commune, au bon niveau attendu par chacun. Ils misent pas 100%, ils disent tout le monde on va mettre 50% de ce qu'on a ensemble, et puis le reste on le fera pour nous, par exemple. Si le niveau c'est 50%. Si tout le monde est d'accord, il n'y a pas de punition. Mais s'il n'y a pas de punition, on ne dépense pas, comme tu disais, de l'énergie, de l'argent à punir. On fait pas des prisons en trop, on fait pas des juges en trop, des flics en trop, tous ces trucs, toutes ces conneries en trop, quoi. Qui coûtent très cher. Ouais. On ne met pas des policiers partout parce que c'est pas la peine. Parce que de toute façon, les gens ne le feront pas. Donc on voit qu'une société qui ne punit pas est une société qui s'enrichit. Et que pour ne pas se punir, il faut qu'on soit tous à peu près d'accord sur le niveau de coopération moyen qu'on est prêt à avoir ensemble. Enfin, qui punit mais qui ne juge pas moralement, quoi. Ça ne juge pas moralement, voilà. Mais ça veut dire aussi que tu vois bien que en fait, la punition, elle est là comme une menace. C'est même pas comme une menace, c'est comme un rappel sur le fait que tu n'as pas franchement intérêt à t'écarter de la coopération moyenne du groupe. C'est ça. Donc ça veut dire que cet effet-là dans la tête des gens tend à créer des communautés relativement homogènes. C'est très intéressant ça. Ça veut dire que ceux qui ont envie d'être très libres et de pas beaucoup coopérer, eh ben, ils se mettent ensemble. Et puis ceux qui ont envie d'être très très solidaires, ils se mettent ensemble. Et à chaque fois, il y a une incitation naturelle à se regrouper avec des gens qui se comprennent bien dans le niveau de coopération qu'ils veulent adopter ensemble. Et c'est une tendance lourde, en fait, de la société qui peut expliquer des tas de choses. Hein, des tas de choses. Et du coup, ça me faisait penser, quand tu m'as dit ça, à un texte que j'avais écrit pour la lettre pour mes clients. J'avais écrit un truc sur le mindset. Est-ce que vous voulez gagner ou est-ce que vous voulez avoir raison ? Et j'avais tendance à dire que dans ma famille, avec mes enfants, j'ai envie d'avoir raison parce que j'ai envie de leur transmettre des choses. Des valeurs, parce que je vais coopérer avec eux. Mais sur les marchés, je cherche pas à avoir raison contre Apple, contre le yuan, contre je sais pas quoi, parce que ça me dépasse. Et quand je dis ça me dépasse, ça veut dire que la distance qui m'unit à ces gars-là, je sais que je représente rien. Elle est immensément grande. Et du coup, je me dis, tiens, le juste milieu entre avoir raison ou gagner, c'est peut-être la distance que l'on a par rapport aux choses, quoi. C'est très intéressant comme réflexion, effectivement, parce que tu pourrais considérer que le fait de vouloir avoir raison, c'est une façon de sanctionner ou de punir celui qui t'a donné tort. Enfin, j'achèterai pas du yuan parce que c'est des salauds en Chine. Parce que voilà, tu peux avoir des pulsions de cette nature-là, ou disant non, voilà. Et à ce moment-là, effectivement, le fait de ne pas participer, donc de dire non, je bloque sur ma position, te fait perdre. C'est une forme de punition contre toi, que tu penses donner à l'autre, mais le fait de punir coûte. Et donc finalement, tu vas y perdre. Ça te coûte beaucoup plus à toi que ça ne coûte au système que tu veux punir, et en réalité, ça ne marche pas. Ça peut ne pas marcher. Ou alors, il faudrait que tout le monde punisse en même temps de la même façon et on retombe sur le problème d'avant. Mais comme la distance est grande... Si la distance est grande, ça ne sert à rien. Donc en fait, il faut adapter son niveau d'agressivité ou de volonté d'avoir raison et d'imposer une morale à la distance de l'item, de la chose à laquelle on s'adresse. Nous avons eu cette conversation avec Didier car le message de fond que nous voulions faire passer est le suivant. Choisissez vos combats pour être efficaces. Plus vous allez consacrer d'énergie à une cause qui est proche de vous, plus votre impact sera significatif. Je me l'explique de la façon suivante. En tant qu'être humain, nous ne sommes pas conçus pour gérer mentalement et efficacement les grandes causes. Pour vous donner un exemple, je discutais avec une tête de pont du syndicalisme en Suisse et il me disait que lorsqu'il défendait des salariés dans l'industrie, il n'avait pas la même attitude envers le patron que lorsqu'il investissait les cotisations de ces mêmes salariés adhérents du syndicat dans des entreprises via la bourse. Certains y verront de l'hypocrisie, mais personnellement, j'y vois du bon sens. Encore une autre façon d'approcher cela avec une histoire. Certains écologistes se sont structurés autour de l'histoire du récit du colibri. Dans ce récit, une forêt brûle et tous les animaux fuient vers la rivière, sauf le colibri, qui fait des allers et retours pour jeter de l'eau dans la forêt en feu avec son petit bec. Lorsque les animaux lui demandent ce qu'il fout, il répond « Je fais ma part ». Je pense que ce pauvre colibri est idiot car il finira en rôti dans l'incendie sans avoir eu aucun impact. Est-ce à dire qu'il ne faut pas avoir de conscience collective ? Pas du tout, mais je préfère de loin l'histoire que Paul Devendre, que j'ai interviewé sur ma chaîne Grand Angle Entrepreneur, m'a racontée. Sur une plage, une multitude d'étoiles de mer est échouée sur la plage à cause d'une grosse marée. Un pêcheur se promène tranquillement et lorsqu'il croise une étoile de mer sur son chemin, il se baisse pour la ramasser et la remet à l'eau. Un enfant l'interpelle pour lui dire «
Ça sert à rien, tes actions ne feront aucune différence, il y en a tellement. Le pêcheur répond avec une étoile de mer à la main. Pour elle, ça fait toute la différence. C'est exactement ça la conclusion que je voyais, c'est-à-dire que le niveau de désir de punition est fonction de l'éloignement que l'on a dans le désir de vivre ensemble. Donc si tu es une foule complètement disparate, tu ne connais personne, etc., tu as une indifférence totale à ces gens, tu rentres dans le métro par exemple, bon, tu as envie de punir personne, tu vois, c'est pas le problème. Par contre, tu rentres dans un cercle beaucoup plus étroit, tu as un copain qui t'a fait une crasse, là tu as vraiment envie de... Tu dis mais c'est pas possible, enfin tu vois, c'est pas possible. Hein, Bien qu'on cause. Tu as un degré de surprise qui arrive dans la tête qui fait que tu te réajustes et c'est violent. Eh ben, merci beaucoup Didier. Merci beaucoup.